Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, s'il y a bien une réalité qu'on constate tous les jours sur le terrain, c'est la suivante. Gérer son argent quand on part vivre à l'étranger, eh bien, ça devient soudainement d'une complexité folle. L'expatriation, c'est une aventure humaine incroyable, c'est certain. Mais d'un point de vue financier, il ne suffit plus de laisser ses actifs dormir sagement sur un compte dans son pays d'origine en croisant les doigts. Gérer un patrimoine à l'international, ça ne s'improvise absolument pas. Ça demande une vraie méthode. Le but de notre décryptage d'aujourd'hui, c'est justement de piocher dans nos sources pour livrer un plan d'action hyper précis, une approche très pédagogique pour construire une sécurité financière en béton armé, quel que soit le pays où on décide de poser ses valises. Au programme de cette analyse, on va aller droit au but. On verra d'abord le risque inhérent à l'expatriation. Ensuite, on décortiquera les 3 piliers essentiels, la sécurité fiscale, la diversification des actifs et la protection juridique. Et enfin, on terminera sur la manière de créer une véritable stratégie unifiée. Première étape, donc, le risque de l'expatrié ou comment on peut vite se retrouver avec des fondations bien fragiles. Alors, pourquoi est-ce que le simple fait de s'expatrier fragilise le patrimoine? C'est la question fondamentale pour commencer et il faut absolument déconstruire cette idée reçue qui est, franchement, super dangereuse. Adopter une posture financière passive en mode «on verra bien», ce n'est absolument pas un gage de sécurité quand on est à l'étranger. Le simple fait de franchir une frontière, eh bien, ça change toutes les règles du jeu. Si le patrimoine n'est pas activement restructuré pour ce nouvel environnement, il devient automatiquement vulnérable. En fait, l'inaction est littéralement la pire des stratégies possibles parce que l'environnement économique et juridique autour, lui, a déjà changé du tout au tout. Et c'est là qu'on tombe dans le piège absolu. L'éparpillement financier. On fait soudain face à des systèmes fiscaux diamétralement opposés, qui se superposent et créent d'énormes frictions. On peut aussi se heurter à des institutions bancaires locales qui sont parfois, disons, un peu instables. Et au final, le patrimoine se retrouve éparpillé aux 4 coins du monde. Avancer là-dedans sans plan unifié, c'est un peu comme marcher à l'aveugle dans un champ de mines administratif. Chaque décision prise à la légère peut entraîner des blocages de comptes ou des pertes irréversibles. Bref, il faut impérativement ramener de l'ordre dans ce chaos potentiel. Passons au cœur de la stratégie avec le pilier numéro 1, la sécurité fiscale. Bon, soyons très clairs et brisons un mythe tenace tout de suite. Quand on parle de sécurité fiscale, on ne parle absolument pas d'évasion fiscale, pas du tout. Il s'agit en fait d'une optimisation parfaitement légale, transparente, dont le seul but est d'aligner la structure patrimoniale avec la réalité du pays de résidence. L'objectif premier, éviter les erreurs administratives qui, on le sait, coûtent une véritable fortune. Parce que oui, certaines enveloppes fiscales qui sont géniales et très avantageuses dans le pays d'origine perdent instantanément tous leurs bénéfices dès qu'on passe la frontière. C'est vraiment une question de mise en conformité intelligente. Pour bâtir cette sécurité, il y a plusieurs variables qui exigent une précision, je dirais, quasi chirurgicale. Il faut d'abord déterminer avec une exactitude absolue le statut de résidence fiscale. Ensuite, il faut éplucher les conventions internationales pour fuir à tout prix la double imposition. Et bien sûr maîtriser sur le bout des doigts les lois locales concernant les revenus, les investissements et la transmission. Oublier un seul de ces éléments, c'est s'exposer directement à une fiscalité punitive ou pire, au cauchemar juridique des déclarations oubliées. C'est un vrai travail de cartographie financière et l'approximation n'y a pas sa place. L'impact d'une telle préparation est binaire et les sources qu'on a analysées sont unanimes là-dessus. D'un côté, on a l'impréparation. On garde ses vieux investissements inadaptés, ce qui mène tout droit à la double imposition, à des pénalités bien lourdes et à la perte d'avantages cruciaux. De l'autre côté, on a la stratégie optimisée. Le patrimoine est protégé, la rentabilité est consolidée et surtout, on gagne une véritable paix d'esprit sur le long terme. C'est la différence fondamentale entre subir son expatriation et la maîtriser de A à Z. Ce qui nous amène logiquement au pilier numéro 2, la diversification des actifs. Ici, le danger absolu, c'est la concentration. L'erreur classique qu'on voit tout le temps sur le terrain, c'est de tout garder dans une seule et même devise, de dépendre d'un système bancaire unique ou de n'investir que dans la pierre, dans l'immobilier de son pays natal. C'est un pari complètement aveugle. S'il y a une crise locale, une inflation galopante ou une chute monétaire, eh bien c'est la totalité du patrimoine qui en casse le choc de plein fouet, sans le moindre amortisseur. Une exposition unique, c'est tout simplement une vulnérabilité maximale. Alors comment on neutralise ce risque ? Il faut construire des couches de diversification. C'est une méthode redoutable qui s'articule autour de 4 axes précis. 1.
la répartition géographique, histoire de ne pas dépendre d'une seule économie. 2. Détenir stratégiquement plusieurs devises fortes. 3. Varier les classes d'actifs pour équilibrer l'immobilier, les marchés financiers et les liquidités. Et 4. Investir dans des secteurs économiques différents. C'est vraiment cette combinaison très précise et bien orchestrée qui crée la résilience d'un portefeuille international. La logique de fond est super simple. Aucune économie, aucun pays, ni aucun marché n'est totalement à l'abri du risque. Diversifier, ça ne veut pas dire prendre plus de risques. En fait, c'est exactement l'inverse. Une bonne stratégie limite la casse, elle amortit les chocs mondiaux qui vont inévitablement arriver, tout en allant capter la performance là où elle se trouve. C'est le principe même du bouclier patrimonial. Le capital continue de croître, mais il est solidement arrimé. On attaque maintenant le pilier numéro 3, et c'est souvent le grand oublié, la protection juridique. Les documents de référence font remonter un avertissement qui fait souvent l'effet d'une douche froide. Le droit du pays d'origine ne protège pas automatiquement le patrimoine à l'étranger. Penser que les lois avec lesquelles on a toujours vécu nous suivent dans nos valises, c'est une illusion très répandue, mais terriblement dangereuse. Très souvent, c'est le cadre légal du pays de résidence qui s'impose, de façon assez brutale d'ailleurs. Et on peut vite se retrouver face à des règles de droit civil ou de common law diamétralement opposées à nos habitudes. Et pour comprendre à quel point c'est critique, il suffit de regarder l'impact du manque de préparation sur les grands événements de la vie. Une succession, un divorce, une incapacité ou même un litige bancaire. Sans stratégie juridique proactive, les conséquences sont dévastatrices. On parle de blocage administratif complet qui gèle les comptes pendant des mois, sans parler des conflits familiaux inextricables à cause de lois contradictoires et d'une perte massive de la valeur du patrimoine. Le manque de préparation, ça coûte une fortune. Du coup, la parade, c'est l'anticipation pure et dure. Il faut agir en amont, en rédigeant des documents internationaux qui sont parfaitement adaptés, comme des testaments spécifiques ou des mandats de protection. Il s'agit d'organiser activement la transmission, de désigner les bénéficiaires avec une précision absolue et de structurer tout ça pour répondre aux exigences des deux juridictions. Parce qu'au bout du compte, protéger juridiquement ses actifs, c'est protéger ses proches et assurer que l'héritage familial perdure, tout simplement. 5e et dernière étape, la mise en place d'une stratégie unifiée pour un patrimoine solide. L'image de la fondation, de la forteresse, prend vraiment tout son sens ici. Une forteresse, ça ne tient jamais sur un seul mur. C'est en alignant systématiquement ces 3 piliers qu'on crée une structure robuste. La sécurité fiscale vient stopper l'hémorragie financière. La diversification absorbe les ondes de choc de l'économie. Et le rempart juridique sécurise l'avenir. En combinant tout ça, on transforme des actifs qui étaient isolés et vulnérables en une architecture patrimoniale ultra résiliente, taillée sur mesure pour la mobilité internationale. C'est ça, la quintessence de la gestion de patrimoine moderne. Et pour clore cette analyse, on a envie de laisser planer une réflexion vraiment cruciale. Face à l'application stricte des lois de son pays de résidence actuel, est-ce que le patrimoine est véritablement protégé aujourd'hui ? C'est le genre de question qui mérite une réponse honnête et un vrai diagnostic sans concession. Bâtir un capital, ça prend toute une vie. Alors s'assurer qu'il passe les frontières sans encombre, ça mérite bien une stratégie en béton. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. À très vite pour une prochaine analyse.